on va terminer sur une présentation sur le VIH2. Alors le VIH2, c'est un virus, donc c'est le deuxième type du VIH, qui a été découvert en 1985, donc 2 ans après le VIH1, qui a été isolé en 1986 pour la première fois, qui est actuellement responsable d'environ 1 à 2 millions d'infections dans le monde, essentiellement en Afrique de l'Ouest. Il y aurait environ 3000 cas en fait en Europe, essentiellement au Portugal et en France, on revient là-dessus. Et donc c'est un virus qui n'est pas pandémique à la différence du VIH type 1, et donc pour lequel il se pose récemment, en tout cas sur la décennie écoulée, la question de sa disparition possible, même en Afrique de l'Ouest. Alors donc, vous avez quelques éléments de comparaison entre VIH1 et VIH2 sur la base du génome. Ils ont une diversité génétique relativement importante, qui va être de l'ordre de 35% au moins. Et donc ça génère des spécificités avec des PCR de suivi de charge virale qui doivent être spécifiques, en pratique ce sont des tests maison, des profils de résistance aux antiviraux qui sont différents, avec des résistances naturelles à certains antiviraux. Et donc on avait notamment décrit avec Catherine Tavalet, historiquement, des profils de résistance du VIH2 aux antiprotéases et à la reverse transcriptase, et montré que finalement les profils de mutation du virus pour résister à des mêmes molécules, la ZT, étaient différentes entre VIH1 et VIH2. Alors, à l'échelle mondiale, on est très loin des 18 millions de génomes disponibles pour le SARS-CoV-2, puisqu'il y a environ seulement un petit peu moins de 150 génomes complets disponibles. Et là, vous avez le nombre de séquences disponibles pour différentes régions du génome qui fait 10 000 nucléotides. Et donc, on voit là qu'on a un nombre assez insuffisant de séquences disponibles permettant de les analyser. Alors, sur le plan de la diversité génétique du VIH type 2, donc il y a beaucoup moins de cas, beaucoup moins de diversité que pour le VIH type 1, mais néanmoins, en fait, on a 8 génotypes de A à G. En pratique, c'est essentiellement le ALB qui circule en Afrique subsaharienne. Et puis, on a néanmoins des formes circulantes recombinantes entre ces deux génotypes A et B du VIH type 2. Alors, VIH type 2 et type 1 donnent tous deux une infection VIH, mais on a néanmoins en fait, des évolutions extrêmement différentes. Déjà en termes d'origine, eh bien, en fait, les primates non humains dont viennent ces VIH type 2 sont différents du cas du VIH type 1. Et puis vous voyez, en fait, on a une infectivité plus faible des types 2, une virulence plus faible, une pathogénicité plus faible. Et donc on a un taux d'infection qui ressemble à celle de patients contrôleurs spontanés infectés par le VIH, comme on le voit dans le VIH type 1, et donc on a en fait des temps d'évolution jusqu'au sida en l'absence de traitement qui sont beaucoup plus longs que pour le VIH type 1, et également des taux de transmission, notamment verticales, qui sont bien plus faibles. Alors, sur le plan d'évolution clinique, on le voit, on a des taux de survie qui sont bien plus importants, des taux de mortalité qui sont plus faibles. On voit bien sur le graphe en haut à droite, on a un taux de probabilité de survie qui est bien supérieur pour le VIH type 2 par rapport au VIH type 1, même si, quand on considère le VIH type 2, en fait, on a un effet lié à la charge virale. Plus la charge virale est importante, plus la progression sera importante. Alors, ce qui va nous intéresser notamment, c'est ce qui concerne l'épidémiologie, et notamment en fait, sa moindre diffusion au niveau mondial par rapport au VIH type 1. Donc, le VIH type 2, comme le type 1, provient de virus qui sont passés de primates non humains à l'homme. Pour le VIH type 1, ce sont les chimpanzés, essentiellement, et pour le VIH type 2, en fait, ce sont les Soutimangabè, et donc qui, vous voyez en fait sur la phylogénétique à gauche, les branches en rouge représentent des infections par le VIH type 2, puis tout ce qui est en noir, ce sont des infections par des virus simiens retrouvés donc, chez ces Soutimangabè. Alors, il y a eu en fait un nombre extrêmement important d'infections
VIH type 2 en Guinée-Bissau. Et donc il y a eu plusieurs études qui ont évalué quels pouvaient avoir été les paramètres impliqués dans cette augmentation épidémique. Et bien, ce qui a été beaucoup mis en évidence, en fait, c'est la guerre d'indépendance, hein, dans les années 1960-1970 en Guinée-Bissau. Et donc là, on a eu, vous voyez, une augmentation très très importante. On est passé d'un phénomène davantage sporadique à un phénomène épidémique, même s'il est resté restreint à cette région-là, avec donc des modes de transmission qui ont été suspectés, transmission par le sang, notamment par des campagnes de vaccination, bien sûr par des transfusions, mais également en fait des transmissions sexuelles, notamment et des taux de migration plus importants impliquant en fait des soldats. Alors on voit en fait des représentations, soit des extrapolations, soit des nombres de cas mesurés, donc à partir des années 1980. On voit qu'il y a une prévalence importante en Guinée-Bissau, également en Côte d'Ivoire. Et ce que l'on voit, c'est qu'on a une tendance à la diminution de la prévalence et de l'incidence des infections VIH type 2 dans ces zones géographiques. Donc ça s'est retrouvé dans différentes études, en Gambie, en Guinée-Bissau et également en Côte d'Ivoire. On voit, vous voyez, qu'en fait sur des périodes d'environ 10 ans, hein, sur des périodes d'études variables, et bien en fait on avait un taux de prévalence de l'infection, d'incidence, qui dans le cas de la première étude, par exemple en Gambie, est passé de 7% dans les années 80 à 4% en fait dans les années 2000. Et puis on a une décroissance également dans la deuxième étude, vous voyez, de 7% à 4%, ou de 4,7% à 2% personnes années en termes d'incidence en Guinée-Bissau. Alors, on voit ça sur différentes études. Donc, les études, vous voyez, en 2009, en Guinée-Bissau, vous voyez qu'entre 1987 et 2006, on a une réduction globale qui a touché toutes les tranches d'âge et les sexes masculins et féminins. Alors, bien sûr, des fois, on est sur des tout petits effectifs, mais la tendance reste la même. On a à peu près diminué par deux, vous voyez, les ratios de réduction de la prévalence et de l'incidence qui sont importants. Donc, dans une autre étude, donc sur une autre population également en Guinée-Bissau, on voit qu'en fait on a également une réduction, vous voyez, selon les périodes, donc de 13% à 8,7%. Donc pour la prévalence, et en termes d'incidence, on passe de 1,3% à 0,4%. Donc des données publiées en 2012, donc cette fois-ci au Sénégal, on voit donc une tendance également, une réduction de la proportion de l'infection par le VIH type 2 en termes de prévalence, alors que le VIH type 1, en fait, on va avoir une augmentation. Et donc sur le graphe de droite, vous voyez en fait que la courbe, les deux courbes qui précèdent 1998 et qui suivent 98, en fait on a le VIH2 qui est représenté en pointillé long, et on voit donc une diminution, une stabilisation à un taux très bas, tandis que le VIH1, c'est la courbe pleine, et bien, a tendance, elle, à augmenter. Donc un autre travail également mené, donc publié en 2012, également en Guinée-Bissau, où ils ont continué l'exploration des cas et les analyses portant sur la prévalence et l'incidence, et ils ont mis en évidence qu'on avait une poursuite de la diminution de la prévalence de l'infection par le VIH2. Alors il y a eu des prédictions même qui ont été réalisées pour la Guinée-Bissau. Donc là on est sur des modèles mathématiques, c'est un peu difficile d'y accorder une robustesse particulière, mais en fait, si on reste sur ces tendances-là, en fait, on pourrait aller vers une extinction, et donc rien que sur le plan conceptuel, c'est intéressant. Donc en dehors en fait de l'Afrique subsaharienne, c'est essentiellement les pays qui ont des liens historiques avec l'Afrique subsaharienne, notamment la France et le Portugal, avec respectivement les pays francophones et lusophones qui ont été infectés, avec des taux d'infection qui vont être de l'ordre de 1%. Vous voyez, une étude en France retrouvait donc entre 2003 et 2006 qu'il y avait 1,8% des infections en termes de nouveaux diagnostics qui correspondaient à des infections par le VIH type 2. On est schématiquement sur des prévalences de l'ordre de 1% d'infections par le VIH2 actuellement en France. Donc, on a donc dans ces pays hors Afrique subsaharienne, par exemple en Espagne, également été décrit, il a également été décrit une diminution donc du nombre de cas. Donc en Espagne, il y a eu un pic en 2009, et depuis on est sur une tendance
donc en diminution en termes de nombre d'infections par le VIH2 prises en charge. Alors nous on a regardé dans notre épidémiologie locale pour les patients pris en charge uniquement à la PHM, et donc on a eu 54 nouvelles infections VIH2 diagnostiquées entre 1989 et 2023. Vous voyez que c'est très difficile sur des petits effectifs de tirer des conclusions. On a encore des nouveaux diagnostics actuellement, donc on ne note pas une diminution importante, on note plutôt une stabilité en termes de nouveaux cas. Alors, sur le plan, qu'est-ce qui peut expliquer finalement cette tendance à la diminution qu'on observe au moins dans les pays d'Afrique subsaharienne et comme vous l'avez vu en Espagne? Eh bien, sur le plan immunologique, il y a des facteurs qui peuvent expliquer en fait ces différences VIH type 1 et VIH type 2, mais en pratique, vous voyez, il y a beaucoup de paramètres en immunologie, on teste toujours beaucoup de paramètres, mais les taux de CD4 sont quand même assez proches entre le VIH1 et le VIH2 à niveau de charge virale élevé. Bien sûr, la proportion de patients infectés par le VIH2 qui ont une charge virale indétectable spontanément en l'absence de traitement est importante, et dans ces cas-là, ils ont bien sûr des taux de CD4 plus importants si on compare à VIH type 1. Sur le plan des facteurs virologiques, eh bien, on a des charges virales bien moindres dans le VIH2 que dans le VIH1. Et je vous le disais, souvent des charges virales indétectables au niveau plasmatique chez des patients non traités. Et en revanche, on a des taux, des réservoirs d'ADN VIH type 2 qui sont similaires donc, à ceux retrouvés pour l'infection par le VIH type 1. Alors donc ces particularités de l'infection par le VIH type 2 évoquent ce que l'on peut voir donc, chez les patients non progresseurs, élite contrôleurs, dont on parlait Hélène, Céline et puis Grégory. Et donc, qu'est-ce que l'on peut imaginer comme facteur qui puisse, au-delà des charges virales, expliquer en fait ces différences en termes de progression et puis de progression de l'infection, d'expansion en fait des cas. Alors, donc, il y a au niveau des différences génétiques donc la protéine VPU qui est unique au VIH1, c'est-à-dire qu'elle n'est pas retrouvée dans le VIH2. Et donc, à ce jour, à ma connaissance, il n'y a pas eu de travaux particuliers qui puissent établir un lien entre la présence, enfin, entre l'absence de cette protéine chez VIH2 et puis une quelconque particularité d'évolution. Concernant VPX, elle est retrouvée, elle, à l'inverse, uniquement chez HIV1 et pas chez HIV2, en plus d'être retrouvée dans des virus simiens. Donc sa fonction n'est pas extrêmement clarifiée. Toutes deux sont des protéines dites régulatrices. Et donc il y a quand même un travail qui a été réalisé sur la protéine VPX qui ne retrouvait pas réellement de lien robuste entre la présence de cette protéine et une évolution particulière, même si dans certains patients qui avaient un contrôle spontané de la réplication virale en l'absence de traitement malgré une infection par le VIH type 2, il y avait certains profils génétiques viraux qui pouvaient être intéressants de pouvoir confirmer dans d'autres études. Alors nous, on s'était posé la question, et notamment avec, ça fait l'objet d'un travail qui est en cours avec le professeur Souleymane Mbouk, qui est un des co-découvreurs du VIH type 2, qui travaille au Sénégal. On s'était posé la question en fait de la possibilité d'avoir une dégradation plus importante dans le VIH2 que dans le VIH1 des génomes intégrés dans le noyau des lymphocytes CD4. Et donc ça renvoie notamment à un des travaux qu'a cité Grégory Dubourg tout à l'heure. En fait, il existe des enzymes cellulaires, qu'on appelle ApoBec, qui sont variées, et dont certaines ont une capacité de faire muter le génome VIH au moment de son intégration, et donc de générer des codons stop, et donc de rendre les virus défectifs. Et donc dans ce travail qu'avait cité Grégory, eh bien, il y avait une augmentation de l'expression de ces enzymes ApoBec qui était associée à une augmentation des mutations qu'elle induisait, notamment des codons stop, qui pouvaient... Et donc une question, c'est est-ce que dans le VIH2, eh bien, on a davantage de mutations de ce type? Et effectivement, c'est ce qui a été retrouvé en fait, dans un travail qui évaluait à la fois le profil génétique
de virus VIH type 2 de groupe A et de groupe B, qui sont les deux génotypes majeurs, par rapport au VIH type 1. Et donc ce qui est observé, c'est un taux de ces mutations, notamment de codon stop, qui était plus élevé dans les VIH type 2 que dans le VIH type 1. Vous voyez, 28% et 16% versus 4%. Donc c'est significatif. Et donc ça pose la question en fait, de poursuivre d'autres études pour essayer de mieux comprendre en fait, ce phénomène. Alors en revanche, une autre étude n'avait pas retrouvé en fait d'éléments pouvant expliquer en fait la différence entre VIH type 2 et VIH type 1 sur la base de l'action de sa protéine VIF. La protéine VIF, c'est une protéine codée par les deux types de virus et qui est capable d'aller au contact d'ApoBec et d'inhiber son activité. Mais disons qu'il n'y avait pas en fait, ce qui était ressorti de cette étude, c'est qu'il n'y avait pas des éléments contributifs permettant en fait de mettre en évidence une différence. Et donc finalement, ce qui paraissait intéressant, c'est de se poser la question des capacités d'endogénisation en fait, de ces virus VIH type 2 en rapport avec l'évolution d'une part des infections chez les patients et d'autre part de la possible disparition en cours de l'infection VIH2 sur le continent africain. Et donc vous savez possiblement que les rétrovirus ont une capacité de s'intégrer dans les génomes humains, mais également dans les génomes de tous les mammifères pour lesquels on dispose d'un génome. Et donc c'est un phénomène vraiment massif et général. Et dans le génome humain, en fait, on a 8% de notre génome qui est constitué de rétrovirus, intégrés bien sûr très très anciennement, mais ça représente quand même 4 fois plus que les séquences correspondant à nos gènes. Et donc ça signifie qu'il y a eu des invasions par des rétrovirus très anciennes, et donc de façon répétée, de façon massive, et qui ont possiblement en fait causé ou non des infections, ça on ne le sait pas. Mais toujours est-il qu'il y a en fait donc des rémanents de ces infections, de ces invasions anciennes, et donc il y a pu y avoir en fait des phénomènes de sélection, qu'on appelle des bottleneck effects, qui ont pu sélectionner potentiellement certains individus pour les rendre en fait moins sensibles à l'infection par d'autres rétrovirus. Et donc ça c'est un phénomène général, la capacité qu'ont des séquences de s'intégrer et de protéger éventuellement l'hôte dans lequel il s'intègre vis-à-vis du virus. C'est retrouvé par exemple chez les bactéries avec le système CRISPR-Cas qui protège des bactériophages. Et donc chez les mammifères, donc, il y a des données in vitro qui montrent que la présence de séquences de rétrovirus peuvent protéger de l'infection par d'autres rétrovirus proches. Voilà, donc en pratique, l'infection VIH2 reste, vous l'avez vu, néanmoins pas complètement négligeable. Bien sûr, on prend en charge les cas avec des outils spécifiques. Et donc, vous voyez qu'on a besoin d'acquérir des données supplémentaires, et notamment en faisant du séquençage, ce qu'on est capable de faire maintenant de façon plus simple avec le séquençage de nouvelle génération, mais en passant toujours par des techniques d'enrichissement avant séquençage, c'est toujours nécessaire. Et donc le bénéfice qu'on aurait de cela, ça serait de mieux connaître l'infection par le VIH type 2, en tout cas d'ouvrir, d'avoir des voies d'études, et ça serait probablement très bénéfique au VIH1 pour essayer de comprendre comment transformer finalement l'infection par le VIH1 en une infection en fait, qui progresse bien plus lentement. Voilà, je vous remercie.